Waouh, les petits angoissés! Quand on pousse quelqu'un à bout, on finit par en tirer quoi? Le pire, évidemment. C'est ce que nous allons voir. C'est parti! Nue, en jean ou en manteau de fourrure, Ruth Grönemeyer est diablement belle. C'est dans la vie le principal, sinon l'unique atout de sa réussite. Aussi, lorsque la sonnette retentit, jette-t-elle un coup d'œil en passant vers la glace au cadre de bois doré qui orne la petite entrée. Inspection rapide, quasiment militaire de sa coiffure. Un adjudant dirait « Je ne veux voir qu'une tête ». Elle pense « Je ne veux voir qu'un cheveu ». Cette belle autorité se décompose dès la porte ouverte. Ses belles lèvres rouges écartées pour saluer la visiteuse ne se referment pas. Ses yeux verts fixent le petit revolver braqué sur elle. La jeune femme qui lui fait face, pâle et la voix tremblante, la pousse du canon de son arme et fait 2 pas en avant pour refermer la porte derrière elle. « Je m'appelle Elisabeth Honig, » dit-elle. Ruth Grönemeyer a compris et secoue la tête. « Vous êtes la femme de... » »« Oui, je suis la femme de Franz. Vous savez que vous détruisez notre foyer ?» Ruth Grönemeyer observe que le canon du revolver n'est plus braqué sur elle et que les larmes coulent des yeux de la visiteuse qui bégaye. « Est-ce que vous vous rendez compte du mal que vous faites ?» Ruth constate que la jeune femme est bien telle que lui a décrite son amant. Plutôt jolie elle aussi, mais moins éclatante, d'une blondeur un peu fade, moins pulpeuse, certainement moins sensuelle. Pas étonnant que Franz en soit fatigué. « Est-ce qu'au moins Franz vous a dit que nous avions un enfant ?» Ruth ne supporte jamais longtemps une position d'infériorité. En un éclair, elle voit comment retourner la situation, non qu'elle soit très intelligente, mais une certaine méchanceté naturelle lui donne du génie. « Oui, il m'a dit que vous aviez une fille, Flora, mais qu'elle n'était pas de lui. » Sous cette déclaration imprévue, Elisabeth chancelle et Ruth, en quelques phrases, va se débarrasser d'elle. « De toute façon, ma chère, il n'y a pas de quoi vous mettre dans cet état. Rangez-moi ce revolver. Je n'ai pas du tout, mais pas du tout l'intention de vous voler votre grand bennet de mari. Ce n'était qu'une passade. J'en suis lasse et je vous le rends volontiers. » De retour dans leur jolie villa des environs de Munich, Elisabeth se laisse tomber sur un fauteuil et attend le retour du docteur Honig. Elle l'attend longtemps, toute la soirée et toute la nuit. Enfin, vers 6 heures du matin, elle entend la voiture, la porte du garage qui s'ouvre et qui se referme. Elle avouera plus tard qu'elle tient son petit revolver caché dans la poche droite de sa jupe. Évidemment, elle va tirer. Mais il ne faut pas en déduire que l'affaire va s'arrêter là. Elle ne fait que commencer. Donc, à 6 heures du matin, la porte du garage s'ouvre, se referme, et le docteur Honig, grand, mince, très très grand, très très mince et même bien trop grand et bien trop mince, le cheveu raide et brillantiné, de grosses lunettes en équilibre sur 2 narines frémissantes, entre en claquant rageusement la porte. « Ah, te voilà !» s'exclame-t-il en apercevant sa femme immobile dans un fauteuil. « Qu'est-ce que tu es allée faire là-bas, petite idiote, hein? Qu'est-ce que tu lui as raconté ?» Penché sur le fauteuil, la main gauche appuyée sur l'un des bras, de la main droite, il gifle violemment Elisabeth qui ne bouge pas. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que nous avions un enfant. Comme si elle ne le savait pas, tu penses bien que je lui ai dit. Tu lui as dit qu'il n'était pas de toi. » Le docteur, derrière ses grosses lunettes, roule des yeux fous. Ses narines s'écartent comme s'ils étouffaient de colère. « Et alors ? Qu'est-ce qui me prouve qu'il est bien de moi, cet enfant ?» À 15 mètres de là, au bout d'un couloir, une porte s'entr'ouvre, laissant apparaître le visage anxieux et indécis de la petite bonne. Celle-ci entend les éclats de voix d'Elisabeth, les injures proférées par le docteur et, finalement, 2 coups de feu suivis d'un silence. Tandis qu'elle jette un manteau sur sa chemise de nuit, sa patronne, sortie du salon, s'avance lentement dans le couloir. « Appelez le docteur ! Appelez la police !» Elisabeth lui montre d'un geste du bras, là-bas, par la porte restée entr'ouverte, le corps inanimé de son mari. Triste journée pluvieuse, en ce mois de février, où la blonde Elisabeth, 27 ans, doit être jugée devant un tribunal de Bavière. Lorsque le principal témoin s'avance lentement, appuyé sur 2 cannes, le président lui demande « Docteur Honig, voulez-vous vous asseoir ?»« Oui. »« Voulez-vous donner une chaise au témoin, s'il vous plaît ?» Dans la trop grande, trop mince silhouette du docteur, les os de la hanche droite doivent craquer douloureusement autour de la cheville de métal qui la rafistole. Son cœur doit battre à grands coups près du petit trou où il a fallu extraire la seconde balle. Le président résume les faits et conclut.
L'accusé, comme vous l'avez entendu pour expliquer son geste au policier, a prétendu que l'ayant trompé et près de la quitter, vous l'avez giflé et injurié au point de lui faire perdre un instant la raison. Que répondez-vous ? À peu près tout ce qu'elle raconte est le fruit de son imagination, déformée et morbide. Avez-vous vraiment douté de votre paternité ? Demande encore le président. Le docteur Hoenig hausse les épaules. Il a presque un sourire de pitié lorsqu'il murmure. Mais non, monsieur le président, bien sûr que non. Chacun s'attend à ce qu'Elisabeth Hoenig et son avocat deviennent, à tort ou à raison, des accusateurs implacables de la victime. D'autant que la partie civile a traité l'accusé d'assassin contrecarré. Mais il n'en est rien. Lorsque l'avocat se tourne vers sa cliente, la suppliant de lui laisser la liberté de la défendre comme il l'entend, elle refuse. « Non, taisez-vous. Ne remuez pas la boue. Je ne veux pas de boue. Nous avons un enfant. » À la question que lui pose le président, « Mais enfin, pour tirer, vous aviez bien un motif. Répétez ce que vous avez dit au policier. » Elle se contente de répondre. « Avec mon mari, la vie était un enfer. » Dans ces conditions, le procès est vite expédié. Même le témoignage de Ruth Grönemeyer est réglé en 3 temps et quelques questions. Lorsqu'elle paraît derrière la barre, de bleu sombre vêtue, superbe, autoritaire et digne, le président lui demande les relations qu'elle entretenait avec le docteur. « En tant que visiteuse médicale, répond-elle, promenant un regard vert sur le tribunal, nous avions beaucoup d'intérêts communs, c'est tout. »« Aucune relation intime ?» insiste le président. Ruth Grönemeyer lève 3 doigts vers le plafond, puis, avec une gravité que dément quelque peu la rougeur exagérée de ses lèvres, elle jure devant Dieu. « Le docteur Hoenig est un très bon ami, mais nous n'avons jamais entretenu de relation intime. » Cette fois, l'accusé hors d'elle se dresse dans son box. « Jamais ?» hurle-t-elle. « Jamais !» tranche le témoin. Le président a beau intervenir, l'accusé insiste. « Et demain, quand ce procès sera fini ?»« Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. J'ai dit jamais !» affirme le témoin. « Accusé, taisez-vous !» Mais avant que 2 policiers l'aient d'un geste vigoureux écrasé sur son siège, l'accusé a le temps de promettre. « Nous verrons. Si j'apprends un jour que vous vivez avec Franz, je vous tuerai. » Cette promesse va conditionner toute la suite de l'histoire. Pour l'heure, le procès se termine au tort complet de l'accusé. Condamné à 3 ans de prison, toujours pour ne pas remuer la boue à cause de leur petite fille, Elisabeth refuse de recourir à un appel contre le jugement. Son mari obtient aisément un divorce prononcé à son avantage exclusif. Après quoi, le tribunal fait savoir à son ex-femme que le droit de revoir sa fille lui est refusé. Et le docteur Hoenig quitte Munich pour s'installer à Berlin. Lorsque 3 ans plus tard, Elisabeth sort de prison, seule et sans travail, elle doit vivre chez ses parents. Nous sommes au début de l'année 1937. Comme elle l'a fait maintes fois en prison, la première chose qu'elle demande est « Comment va Flora ?» Aucune photo de Flora chez le couple des grands-parents, triste, blanchie par l'âge et les épreuves de leur fille. « Elle va bien, répond la grand-mère. Son père nous l'a amenée en passant une dizaine de minutes le mois dernier. C'est son 5e anniversaire. C'est une nurse qui s'en occupe ?» Le grand-père et la grand-mère échangent un regard. « Oui, enfin... » C'est le grand-père qui prend son courage à 2 mains, expliquant avec une fausse désinvolture. « Il s'est remarié, tu sais, et rassure-toi, sa nouvelle femme a l'air de très bien s'en occuper. » Puis il se lève très vite et change de conversation sous le regard horrifié de sa femme. Jamais ils n'oseront lui dire la vérité. Le docteur Hoenig a bel et bien épousé Ruth Grönemeyer. Et c'est sa rivale victorieuse qui élève l'enfant d'Elisabeth. Un jour, la police arrête celle-ci sur un banc dans un parc de la ville. Elle est accusée de vagabondage. Il faut dire que la police nazie aime particulièrement l'ordre. Mais lorsque le juge découvre qu'Elisabeth possède un casier judiciaire, la sentence est vraiment très lourde. 4 ans. La guerre éclate tandis qu'Elisabeth purge sa 2e année de prison. 1945. Un camp de réfugiés. La foule se presse en longue file devant les tables dressées à la hâte, où les fonctionnaires essaient de remettre un peu d'ordre dans l'immense pagaille qui, pendant ce temps, va régner en Allemagne. Pour cela, il faut commencer par le commencement. Chacun doit avoir un nom et une carte d'identité. « Et vous, comment vous appelez-vous » L'un des ronds de cuir examine une petite femme maigre, vaguement blonde, qui fut sans doute jolie, mais avant la guerre. « Je m'appelle Elsa Binder. J'ai perdu mes papiers dans un bombardement. Votre métier ?»« Laborantine. » C'est ainsi qu'Elisabeth devient Elsa Binder,
elle trouve un emploi dans un laboratoire de Badish, où elle est promue chef de division en 1952. Jamais elle n'a cherché à revoir sa fille Flora. Non qu'elle s'en désintéresse, non qu'elle soit parvenue à l'oublier, mais tout simplement pour ne pas gâcher sa vie. De loin en loin, elle a réussi à obtenir quelques nouvelles. Elle sait que Flora, devenue jeune fille, mène à Berlin-Ouest une vie enviable, ignorant sans doute le drame qui, grâce au ciel, ne semble pas avoir réellement bouleversé son enfance. Depuis son geste, il y a maintenant près de 20 ans, l'obsession d'Elisabeth a été « pas debout, ne pas remuer la boue ». Le 5 mars 1955, lorsqu'elle apprend que Flora va se marier, elle se rend chez un bijoutier de Munich, cherche longuement, les larmes aux yeux, le bijou le plus discret qu'elle puisse trouver, choisit une minuscule chaîne de poignée et la lui envoie, sans signature, sans un mot, espérant qu'elle la portera. Le 9 mars, Elisabeth Elsa, qui a désormais les cheveux poivre et sel, se prépare à quitter l'hôtel de Berlin où elle est descendue pour assister le lendemain au mariage de sa fille. Dans le hall, elle entend le portier s'adresser à une jeune femme blonde qui se retourne. « Tenez, mademoiselle, voilà la dame !» Elisabeth comprend aussitôt qu'il s'agit de sa fille, Flora. Flora, de son côté, après un bref instant d'hésitation, vient vers elle. « Vous êtes ma mère ?» Incapable de dire un mot, Elisabeth acquiesce d'un petit signe de tête. Dans le taxi qui les conduit dans le faubourg où demeure le docteur Hoenig et sa femme, Flora lui explique que, depuis quelques mois, elle cherchait discrètement à retrouver sa mère. Étonnée de recevoir cette petite chaîne de poignée anonyme, elle a téléphoné au bijoutier dont l'écrin portait l'adresse. Le bijoutier lui a donné celle d'Elisabeth. À l'adresse d'Elisabeth, une femme de ménage a répondu que celle-ci était descendue à un certain hôtel de Berlin, pour quelques jours. Voilà, c'est tout simple. Descendue de taxi, Flora sort ses clés et ouvre la porte. « Vous verrez, maman, je suis sûre que papa sera très content que vous soyez à mon mariage. »« Tu es certaine ? Absolument certaine ? » ?»« Oui, oui, oui. »« Et Enfin, sa femme. »« Russe ? » ?»« Bien sûr qu'elle sera contente. » Elisabeth a blêmi, son regard s'est durci. « Comment tu as dit ? Russe ? Elle s'appelle Russe ?» Déjà, Flora traverse le hall en courant et s'adresse à une femme invisible qui se tient dans l'encadrement d'une porte entr'ouverte. « Russe, devine qui est là ? Ma mère, j'ai retrouvé ma mère !» Elisabeth, qui entre à son tour dans le hall, voit la porte se refermer violemment devant la jeune fille stupéfaite. Plus stupéfaite encore, lorsqu'Elisabeth, hors d'elle, à demi-folle, se jette sur la poignée. « Vous êtes Russe Grönemeyer ?» demande-t-elle en hurlant. « Vous êtes Russe Grönemeyer ?» La poignée résiste quelques instants, puis il y a derrière la porte de la chambre un bruit de pas, un tiroir qu'on ouvre. Comme une furie, Elisabeth entre dans la chambre, les yeux étincelants, la main en avant, toute griffe dehors. « Je vous avais pourtant dit que je vous tuerais !» Russe Grönemeyer, terrorisée, se protégeant le visage du bras gauche, braque sur sa rivale le petit revolver qu'elle vient de sortir du tiroir de la table de nuit et fait feu. Elle n'avait pas promis en public de tuer sa rivale, mais elle s'y préparait depuis des années, si l'occasion lui en était offerte. Et elle appellera ça légitime défense. Voilà, c'est la fin de cette histoire. La victime ne sera au final pas celle qu'on aurait pensée. À bientôt les petits angoissés.